Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce débat, moi député, un nouveau débat organisé dans le cadre des élections législatives et de ce premier tour qui se tient ce dimanche, c'est-à-dire dans moins de 3 jours. Maintenant à mes côtés pour animer cette émission, Lionel Paoli, reporter politique du groupe Nice Matin. Bonjour Lionel. Bonjour Christian. Et aujourd'hui, c'est de l'avenir de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes dont nous allons parler. Lionel, vous nous décrivez pour commencer les contours de cette circonscription, s'il vous plaît. Eh bien, Christian, ce territoire abrite plus de 117 300 habitants. Il regroupe 4 communes à l'ouest du département, Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Théoule-sur-Mer et une partie de Valoris-Golfe-Juan. En 2022, avec 69,27% des voix, Alexandra Martin s'était très largement imposée sous la bannière des Républicains, loin devant le candidat macroniste Jean-Valéry Dessens, qui n'avait obtenu que 30,73% des bulletins. Dorette Landerer, qui portait déjà l'oriflamme du Rassemblement national, avait recueilli 18,61% des suffrages au premier tour, mais n'avait pas réussi à se qualifier pour le second. Alexandra Martin est candidate pour un nouveau mandat. Elle est notre première invitée. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Vous êtes élue dans cette circonscription depuis 2022. Circonscription et poste de député. Vous avez succédé à Bernard Brochant, l'ancien député maire de Cannes. Tout à fait. Devant vous, Dorette Landerer, bonjour. Bonjour. C'est donc la seconde fois que vous vous présentez dans cette circonscription sous les couleurs du Rassemblement national. Dans la vraie vie, vous êtes infirmière libérale implantée à Valoris depuis 2015. Sur ce plateau également, Mike Castro de Maria. Bonjour monsieur, vous êtes le référent local du parti Renaissance. Vous êtes conseiller municipal au Canet, mais vous avez choisi de vous présenter sur ce territoire de la 8e où vous avez fait toute votre scolarité. Vous êtes professeur vacataire dans une école de commerce, vous êtes aussi chef d'entreprise. Et à la CACPL aussi. Bien, casquette supplémentaire. Communautaire. Merci, messieurs. Enfin, Lucia Soudan, bonjour. En 2022, vous étiez candidate sur ce même territoire sous l'étiquette de la NUPES. Cette fois-ci, vous endossez le dossard du nouveau Front populaire. Votre parti de cœur, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes enseignante et ostéopathe à Mandelieu. Exactement. Et puis 3 autres candidates ou candidats sont également en lice dans cette 8e circonscription. Marie-Josée Pereira pour Lutte ouvrière, Christophe Neutzler, indépendant, et Anne Iti pour l'écologie au centre. Nous allons, mesdames, messieurs, commencer tout de suite par un petit tour de table concernant le bilan de la députée sortante, madame Alexandra Martin. Lucia Soudan, comment est-ce que vous jugez l'action d'Alexandra Martin sur ce mi-mandat, puisque vous n'avez effectué pour l'instant que 2 ans de mandat ? Alors, sur un jugement à effectuer, finalement, il n'y a pas de jugement de valeur. Il faut prendre les idées. C'est vrai que nous, le nouveau Front populaire, nous avons des idées qui tendent évidemment plus vers la gauche, plus vers l'arrêt de cette casse sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, madame Martin a voté majoritairement la même chose que les macronistes et la même chose que le Rassemblement national. Donc, évidemment, nous sommes fermement opposés à ce qui a été fait par madame Martin durant ces 2 ans et demi de mandat. Dans la circonscription, est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites qui vous semblent légitimes, positives, ou d'autres qui étaient tout à fait hors de propos d'après vous ? Légitime, par exemple, évidemment, le commissariat de Valoris. Je pense que ça a été un projet très bien mené de front et que c'était important de le faire parce que c'était une demande vraiment des personnes de cette circonscription et encore plus des Valoriens. Voilà, ça, ce sont des mesures. Après, sur la retraite, j'aurais aimé un positionnement un peu plus fort. Et puis, évidemment, sur le blocage des prix aussi, qui était très attendu par les gens sur cette circonscription. On parlera du pouvoir d'achat tout à l'heure. Bien, Mike Castro de Maria, même question, comment vous jugez le bilan de madame Alexandra Martin ? Alors, je serais assez d'accord, je ne jugerai pas le bilan de madame Martin. C'est pas évident sur 2 ans, puisqu'un bilan, quand même, ça se fait sur les années, donc c'est pas évident d'avoir un avis tranché. En tout cas, après, je regrette effectivement, à la différence de ce qu'a dit ma collègue en face, que ça n'est pas assez voté du côté de la Macronie. Excusez-moi. Il y a eu beaucoup de votes qui n'ont pas été faits en faveur des projets que nous portons, et certains votes ont été contre, d'ailleurs, même. Mais dans l'absolu, voilà, je pense que sur Valoris, on sera tout à fait d'accord. Je regrette que peut-être sur la zone de Cannes, puisque c'est un des gros problèmes de l'agglomération, qu'il y ait peut-être une présence policière nationale plus présente. La police municipale fait un très bon travail, mais la police nationale n'est pas assez présente sur notre territoire et je pense qu'il faut continuer. Quoi qu'il en fasse, il faut continuer sur notre territoire. Donc voilà, je dirais que... désolé, en tant que prof, je dirais que le résultat peut mieux faire, mais il n'est pas négatif. Merci. Et donc voilà, c'est ma position. À l'école. Désolé, j'ai petit défaut. Moi, c'est Madame Martin. Vous êtes très sympathique. Votre bilan est excellent.
en matière d'invisibilité sur la circonscription. Vous êtes souvent sur Cannes. Par contre, la circonscription constitue Cannes, Mandelieu, Vallauris et Théoul. Théoul, vous étiez allé 6 petits déplacements environ. Vallauris et Mandelieu, tout au plus une vingtaine. Et Cannes, vous avez fait 110 déplacements. Je pense que c'est peut-être... il faut un petit peu, montrer une députée de proximité. En revanche, sur votre action à l'Assemblée, vous ne faites pas partie des 150 députés les plus actifs. On peut vous reconnaître votre régularité en votant toutes les propositions de loi de la Macronie et surtout en sauvant le gouvernement à plusieurs reprises de voter des motions de censure. Bien, Alexandra Martin, quelques éloges, beaucoup de critiques. Quelle est votre version ? Normal. Moi, j'ai respecté mes engagements. D'abord, j'ai pris un engagement envers les habitants de la 8e circonscription pour défendre leurs intérêts. Ensuite, pour porter un projet pour la France. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans d'un bilan intense, assidu, que ça soit sur les bancs de l'hémicycle, qu'en circonscription, Madame Dorette, je ne sais pas comment vous avez fait pour calculer mes présences. Moi-même, je ne les calcule pas. Provenant de votre entourage, Madame. Non, mais Madame, là, écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous n'acceptez pas peut-être la vision de droite, mais certains de vos équipes Madame Dorette, s'il vous plaît, voulu, je suis en train de dresser mon bilan. Si vous permettez, je connais mieux mon bilan que vous. Donc, j'ai respecté ces engagements. Au plan national, j'ai notamment travaillé sur le sujet de la délinquance des mineurs dès 2022, avec une proposition de loi que j'ai co-rédigée avec David Lisnard, qui déjà, bien avant tout le monde, parlait de la levée de l'excuse de minorité dans les cas les plus graves, la responsabilité pénale des parents. J'ai travaillé également, on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur l'environnement, sur le logement. Et puis, j'ai beaucoup rencontré de citoyens, beaucoup rencontré d'associations, des institutionnels. J'ai beaucoup travaillé avec eux et j'ai pu exprimer leur voix aussi dans l'hémicycle. Et notamment, j'ai porté par exemple une loi sur la protection des animaux parce que j'ai rencontré de nombreuses associations, et au niveau national et au niveau local. Quant à ma présence... Vous ne défendez donc pas que les seuls Cannois dans la circonscription ? Non, mais je pense que les Valoriens, et moi je n'ai aucun souci là-dessus, les habitants de Vallauris savent que j'ai été tout le temps à Vallauris. J'ai été très présente à Vallauris, aux côtés de Kevin Luciano. D'ailleurs, pourquoi me soutiendrait-il si ce n'était pas le cas ? Nous avons effectivement obtenu avec Éric Pauget et Kevin Luciano, à force de travail et de ténacité, un commissariat de plein exercice, 17 policiers nationaux en plus. Si ça, c'est pas concret comme travail d'une députée, moi j'ai voulu rendre mon mandat de députée concret et utile, et je pense que j'ai réussi, avec énormément de travail et beaucoup de présence sur le terrain, à Théoul, à Mandelieu, à Cannes et à Vallauris. Bien, on enchaîne avec l'actualité politique et quelques questions, on va dire, plus personnelles. Alexandra Martin. Éric Ciotti s'est tourné vers le Rassemblement national sans se résoudre pour l'instant à quitter le navire LR. Lorsqu'on vous interroge sur cette affaire, vous bottez en touche en répondant que vous avez fait alliance avec vos électeurs. Sur les 61 députés républicains sortants, vous êtes la seule à ne pas avoir pris position. Allez-vous sortir de l'ambiguïté sur ce plateau ? Il n'y a aucune ambiguïté pour ma part, que de la clarté dans cette confusion. Au contraire, je pense que je représente la clarté, la solidité. Oui, je n'ai fait alliance qu'avec les habitants de la 8e circonscription depuis 2 ans, effectivement. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Vous parliez tout à l'heure des textes que j'ai votés ou que je n'ai pas votés. Moi, je vote le texte en fonction de l'intérêt qu'il a pour les habitants et pour la France, et pas en fonction de où il vient. Et j'ai été force de proposition aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Éric Ciotti a fait un choix qui, sur la forme, moi, m'a heurté, puisque je l'ai appris, comme la plupart de mes collègues, des militants et des dirigeants DLR, quand il était en direct sur le plateau de TF1 à 13h. Donc, par rapport à ça, je ne peux pas cautionner. Donc, je suis soutenue par les maires de ma circonscription. Je suis secrétaire générale de Nouvelle Énergie depuis longtemps. Donc, il était tout à fait évident que je mette en avant aussi Nouvelle Énergie. Faut-il exclure Éric Ciotti des LR ? Mais, oui, il s'est exclu de lui-même. Hein. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de meilleure réponse que celle-là. Je pense que de toute façon, on va voir après les élections législatives comment la droite républicaine dans laquelle je suis, et j'appartiens à cette droite, moi, depuis l'âge de 18 ans. Mon parcours, il est clair, il est net. Je n'ai jamais varié de ce parcours-là. Donc nous verrons comment ça va se reconstituer. Mais évidemment qu'Éric Ciotti s'est exclu lui-même des Républicains. En un mot, excusez-moi, vous le condamnez sur la forme, avez-vous dit, et sur le fond ?
Sur le fond, je le condamne sur la forme, mais vous savez, la forme, c'est le fond qui revient à la surface. J'aurais aimé qu'on puisse en parler avant, j'aurais aimé que l'on puisse consulter les instances, qu'on puisse utiliser et mettre en œuvre les statuts. Et moi, je n'ai pas d'alliance avec le Rassemblement national. La preuve en est, c'est que Madame Landerer est là sur ce plateau. Et en matière de clarté et de non-confusion, je pense que mes adversaires sont tous là. Voilà, c'est pas le cas dans toutes les circonscriptions. Merci. Lucia Soudan, Oui. l'alliance de la gauche à laquelle vous appartenez traverse déjà pas mal de turbulences. Ça secoue chaque fois que quelqu'un se risque à glisser le nom d'un éventuel potentiel Premier ministre. Honnêtement, est-ce que vous pensez que le nouveau Front populaire a un avenir au-delà du 7 juillet ? Sur le nom du Premier ministre, je précise que Olivier Faure, hier soir, a affirmé que Jean-Luc Mélenchon, votre patron de parti, ne sera pas Premier ministre. Alors, un peu une belle cacophonie quand même. Je vais rappeler que ce n'est pas notre patron de parti. Aujourd'hui, le coordinateur national, c'est Emmanuel Bompard, que vous avez pu voir lors du débat. On sait que c'est le mentor de LFI quand même. Et le Alors, du parti. c'est pas vraiment le mentor finalement, mais c'est ce que les médias aiment utiliser. Alors, peut-être parce que justement, ça fait le buzz à la télé, ça fait monter l'audimat et les auditeurs, mais c'est pas forcément. Peut-être parce qu'il se met en avant lui-même. Aussi, je pense que c'est Vous un le homme qui a regrettez ? besoin de lumière. C'est pas un regret, parce que évidemment, il a quand même sa part de responsabilité dans ce qu'on est là aujourd'hui en train de monter, ce nouveau Front populaire. Il en fait aussi partie. C'est lui qui a nourri pendant des années la montée de cette gauche finalement qui peut faire front au Rassemblement national. Est-ce que pour vous, ça peut être un obstacle à la victoire du Front populaire ? Un obstacle, je pense que c'est pas forcément un élément fédérateur. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de la coordination, c'est pas lui qui est au centre des décisions. Il est nécessaire que Jean-Luc Mélenchon, évidemment, on l'entende, parce que c'est un élément très important, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions, et on l'a bien entendu de la part d'Olivier Faure. En cas de victoire du nouveau Front populaire, quel Premier ministre issu éventuellement d'une majorité de députés LFI souhaiteriez-vous voir accéder à Matignon ? Si ce n'est pas Mélenchon. J'ai pas forcément réfléchi encore à cette idée parce que... c'est important parce que les électeurs attendent des réponses avant de voter. Moi, il me semble, pas forcément avant de voter, parce que là, il me semble que justement, la décision, c'est en fonction des députés qui seront élus, le changement sera vraiment totalement différent. Donc on ne peut pas se positionner, d'ailleurs, on ne devrait même pas en discuter avant l'élection, puisque ce n'est pas quelque chose qui de fait, devrait se décider là, maintenant, à l'instant T. Par contre, j'aimerais poser une question à Madame Martin, tout simplement, sur le lien, et j'entends qu'il n'y a pas de lien entre le Rassemblement national et les LR aujourd'hui et Nouvelle Énergie. Pourtant, j'ai entendu que M. Lisnard, si jamais nous passions en triangulaire ou si je me retrouvais face à la candidate RN, il appellerait à voter Rassemblement national. Alors bon, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Moi, aujourd'hui, on est dans un débat de premier tour. On se prononcera au deuxième tour. On verra ce qui va se passer. Voilà. Moi, aujourd'hui, je veux me concentrer sur le débat de fond du premier tour. Éric Pouget a répondu à la même question. Il a dit que sans hésitation, il votera pour le Rassemblement national. Oui, mais moi, je suis une femme de droite. Vous voterez donc pour le Rassemblement national en cas de... Écoutez, moi, aujourd'hui, je me bats pour être au second tour. Donc ne me demandez pas aujourd'hui de m'exprimer sur ce qui va se passer au deuxième tour. Mais c'est très important pour les électeurs de savoir si finalement vous êtes en mesure ou si vous êtes capable de rallier le Rassemblement national face finalement à une union de la gauche. C'est très important pour les électeurs de cette circonscription qui souhaiteraient voter pour vous justement pour les valeurs de droite que vous incarnez, des valeurs républicaines. Madame, je me refuse à répondre à cette question aujourd'hui. Je vous dis, je suis une femme de droite, je suis responsable. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce premier tour et j'espère bien être au second tour. Et nous passons à la question suivante, Dorette Landerer. Sur le plateau de TF1 avant-hier soir, Jordan Bardella, qui lui est pour le coup Premier ministre quasiment unanimement désigné par votre parti, a annoncé qu'une personne ayant commencé à travailler à 24 ans partirait à la retraite après 42 ans de cotisation à 66 ans. On est loin de la retraite à 60 ans dont parlait Marine Le Pen en 2022, non ? Mais Jordan Bardella était clair sur le plateau de télévision. Il a parlé de ceux qui sont... ceux qui commencent à travailler ceux qui commencent à travailler à 20 ans, enfin avant 20 ans, aura l'âge légal à 60 ans. Ceux qui ont commencé plus tard, ce sera à 42, pour 42 annuités. Ceux qui ont travaillé avant 20 ans, c'est 40 annuités. Donc très bien, 66 ans, ça ne vous pose aucun problème ? On peut changer parce que vu l'état de finances des gouvernements, c'est pour ça que Jordan Bardella va faire l'audit financier. Mais vous n'avez pas l'impression que vous trompez un peu les électeurs quand même ? Parce que depuis 3 ans, vous leur donnez des promesses à non plus pouvoir, et puis finalement, au moment du vote, on a l'impression que la raison vous rattrape parfois.
Il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc vous reconnaissez que votre parti a changé d'avis sur ce point-là? Mais si ce n'est pas pour l'intérêt des Français, pourquoi pas de changer d'avis? Donc l'intérêt des Français d'aller jusqu'à 66 ans, c'est bien ça? En fonction d'économie, de c'est ce qu'on fait avec l'état de la France. Après, l'audit des finances, juste l'audit des finances, c'est 3 000 milliards de dettes, tout le monde le sait depuis longtemps, vous le savez également, vous ne le découvrez pas. Non, pas du tout. Mais par contre, c'est l'état des finances, 3 000 milliards de dettes. Il y a Bruno Le Maire a menti aux Français. Il y a surplus de 15 milliards de dettes. Donc là, Jordan Bardella voudrait faire vraiment une transparence sur cet état des finances. Bien. Vous vouliez réagir? Oui, simplement, le RN change souvent d'avis sur des sujets aussi importants que ceux-là, qui sont des enjeux sociétaux importants. Madame Landerer, comment allez-vous financer cette nouvelle réforme des retraites? Moi, je crois qu'aujourd'hui, bientôt, on va avoir 1,5 actif pour un retraité. On en avait 7 avant, 5. Je crois que le système est à bout de souffle, le système de répartition. Et moi, je milite pour un système mixte, répartition-capitalisation, comme il existe aujourd'hui d'ailleurs pour les fonctionnaires, pour les pharmaciens, pour les agents de la Banque de France. Voilà une véritable proposition de bon sens et de responsabilité. Non, mais on peut financer la retraite ou on peut faire une économie. La réforme de retraite, c'est vrai, coûte 1,5 milliard d'euros par an. Donc on peut financer par changement de l'AME à l'AMU qui va nous économiser 1,5 milliard d'euros. On peut aussi faire la lutte contre la fraude sociale avec l'instauration de la carte vitale biométrique qui va nous ramener 25 milliards d'euros. Donc, ok, on a compris, c'est tout le programme de Jordan Bardella que vous nous déroulez. Maï Castro de Maria, vous n'avez pas beaucoup entendu pour l'instant. Vous faites partie de ceux qui estiment au sein même de la Macronie que le chef de l'État ferait... faites-vous partie? Je n'ai pas dit que vous faisiez partie. C'est une question que je vous pose, qui estime que le chef de l'État ferait mieux de rester un petit peu à distance. Quel positionnement vous avez-vous en tant que candidat Ensemble pour la République, qui vient du parti Renaissance, de la posture du chef de l'État qui semble être un effet assez repoussoir pour les électeurs? Je ne sais pas si c'est un effet repoussoir. Moi, je rencontre des gens qui nous soutiennent parce que justement, on se rend compte d'un côté, et ça, désolé mesdames, je vais être obligé de vous expliquer un petit peu en tout cas ma vision, puisque là, je vois des visions qui s'affrontent, qui ne sont pas d'un côté la clarté. Elle reste un petit peu floue, je suis désolé madame. D'un autre côté, la volonté de faire payer plus d'impôts, d'un autre côté, de changer tout le temps. Voilà, il y a un moment donné, on a fait un travail en France, puisque avant Renaissance, il y avait la République en marche. On a fait un travail, je soutiens notre président depuis 2017. Je soutiens Gabriel Attal aujourd'hui parce qu'il fait un travail excellent. J'ai même regretté d'ailleurs qu'il ne soit plus à l'éducation nationale parce qu'il avait commencé à faire un super travail. Les propositions pour la dépénalisation, par exemple, pour différents problèmes, pour la gestion des problèmes sur les mineurs, les remontées. Il y a beaucoup de propositions qui sont effectivement, qui peuvent être se rejoindre. Pardonnez-moi, la question porte sur Emmanuel Macron, non pas sur Gabriel Attal. Non, vous ne vous affichez pas avec Emmanuel Macron sur votre affiche de campagne. Je me suis affiché, je veux dire, c'est assez facile. Sur la fiche de campagne, non, je soutiens notre Premier ministre, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est notre Premier ministre. En 2017, tout le monde avait la tête de Macron sur son affiche. Je l'ai toujours, mais en fait, pour une petite histoire, j'ai même les 3 affiches. Une avec M. Emmanuel Macron, une avec M. Gabriel Attal et une sans les deux. Et vous les sortez en fonction de... Non, simplement d'ailleurs, je crois que j'ai dû sortir celle de M. sur X, celle avec M. Emmanuel Macron, puisque je suis toujours un soutien de notre président, et ça ne changera pas. Et simplement, aujourd'hui, le risque est au niveau du gouvernement, et je veux soutenir avant tout Gabriel Attal, qui, pour moi, représente l'avenir de ce que le centre, les vrais gaullistes, je suis désolé, des gens qui ne pactiseront pas avec les extrêmes, qu'ils soient à droite ou à gauche, représentent aujourd'hui, et je tiens à cette voix centriste. Bien. Dorette Landerer, Jordan Bardella, parmi les éléments du programme qu'on découvre au fur et à mesure, ou pas, souhaite abroger le droit du sol. Alors, le droit du sol, c'est ce qui permet à un enfant qui est né en France et qui a résidé plus de 5 ans sur le territoire français, même si ses parents sont étrangers, de devenir français à sa majorité de plein droit, en fait. Alors, être français, dites-vous, ça s'hérite ou ça se mérite? Est-ce qu'on peut savoir quel genre d'épreuves des personnes qui n'ont jamais vécu ailleurs qu'en France vont devoir passer pour être françaises à 18 ans? La preuve, c'est moi, déjà, parce que je viens de Madagascar. Oui. Et je suis arrivée ici à l'âge de 19 ans. J'ai travaillé, j'ai payé mes impôts et maintenant, je m'engage pour la France. Donc, être français, ça se mérite.
Ça se mérite de quelle façon? Ça se mérite, à 18 ans, comment ça se mérite? Non, mais être français, je vais dire... En ce qui vous concerne, ça s'hérite, je crois. Pardon? Ce qui me concerne, ça s'hérite parce que mon grand-père maternel, il est français. Donc, voilà. non, mais comment ça se mérite quand on est... Ça se mérite quand on respecte le pays. Ça se mérite quand on respecte la loi. Mais vous avez bénéficié de cet héritage national par un droit du sol que conteste aujourd'hui Jordan Bardella. Mais donc vous appartenez à un parti, vous avez vous-même, vous êtes l'héritage d'une loi qui vous a bénéficié. Non, je ne suis pas née en France. Je suis pas née en France, je suis née à Madagascar. Donc, je ne fais pas partie du droit du sol. Donc, en fait, Jordan Bardella dit ça parce que c'est ce qui se passe à Mayotte, par exemple. Il y a les Comores qui viennent à Mayotte, juste des femmes enceintes, pour justement accoucher à Mayotte, pour être... oui. Monsieur Darmanin a dit que, justement... Oui, justement, c'est pour ça qu'il a fait, justement, c'est un problème, mais c'est un problème qui n'est pas national, c'est un problème sur une partie de la nation et qui est ponctuel par rapport à des problématiques locales. Donc, il ne faut pas généraliser à un moment donné face aux personnes... J'ai pris un exemple de Mayotte, mais ça peut arriver national aussi, avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, je pense que Jordan Bardella, il a raison de limiter quand même l'immigration et les droits du sol. Alors, on continue notre petit tour d'horizon des questions politiques. Alexandra Martin, vous êtes membre des Républicains. Oui, ça, tout le monde le sait. Absolument. Vous êtes aussi membre de Nouvelle Énergie. Tout à fait. Le parti de David Lisnard. Peut-on savoir à quelle formation politique vous vous êtes affilié lors du dépôt de votre candidature en préfecture? La question est importante, merci d'y répondre. Je doute que les habitants de la 8e circonscription soient intéressés par ma réponse. Néanmoins, je vais vous répondre puisque ça semble beaucoup vous intéresser. Nous avons sur le territoire national 71 candidats investis ou soutenus par Nouvelle Énergie, dont des Nouvelles Énergies LR, Nouvelle Énergie, Nouveau Centre. Et il y a 4 candidats qui sont Nouvelle Énergie, j'en fais partie. Ok. Je suis secrétaire générale de Nouvelle Énergie. Donc vous n'avez pris que la seule étiquette Nouvelle Énergie? Absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au moment où on a dû déposer la candidature et s'affilier, je ne savais même pas où irait l'argent que rapportera mon mandat de député. C'est pour ça que la question est importante, chère madame. Parce que les électeurs ont le droit de savoir où va l'argent. Oui, mais tout à fait. Mais voilà, je vous réponds très clairement. Vous savez, je crois qu'ici, dans cette circonscription, on est clair. D'accord. Moi, parce que je suis très claire, je suis droit dans mes bottes et je vous réponds donc avec la plus grande transparence. Juste Nouvelle Énergie. Donc dorénavant, nous écrivons Alexandra Martin, candidate Nouvelle Énergie. Tout à fait. C'est bien ça. Oui, mais je ne quitte pas le LR. Je ne suis pas comme Aurélien Pradier. Voilà. J'espère bien demain pouvoir siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale avec un maximum de mes ex-collègues LR, avec pourquoi pas aussi des collègues Nouveau Centre, pour former une grande droite libérale, nationale, humaniste. Est-ce qu'en l'absence de majorité absolue de l'un des partis en présence, des grands blocs en présence, votre grande alliance jusqu'au Nouveau Centre pourrait déporter un tout petit peu aussi jusqu'à la Macronie qui vous danse des appels. Non mais moi, vous savez, je parle des LR là. Moi, j'ai combattu la Macronie de toutes mes forces pendant mes 2 ans d'action. Et je comprends, Monsieur De Castro, que vous n'ayez pas mis effectivement la tête d'Emmanuel Macron sur vos affiches parce que l'héritage est catastrophique. Parce qu'Emmanuel Macron a plongé la France dans tous les déclassements. Déclassement économique, vous en avez parlé tout à l'heure, déclassement éducatif, déclassement social. On parlera tout à l'heure de logement. Voilà, tout des pans entiers qui ont été des angles morts, comme le régalien, comme effectivement l'immigration. Je veux rappeler quand même que nous avons été le seul groupe pendant ces 2 années à proposer des propositions de loi très claires et fermes pour venir mettre un terme à l'immigration de masse et à l'immigration illégale, que nous avons obtenu le texte le plus ferme jamais mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale depuis 40 ans, et qu'une fois voté, Emmanuel Macron, le soir même, ce qui est un fait exceptionnel, a saisi lui-même le Conseil constitutionnel, et qu'évidemment derrière, le Conseil constitutionnel aux ordres a détricoté ce texte. C'est bien dommage. Maël Castro, vous vouliez répondre, je crois. Oui, un ensemble de réponses. Rapide, c'est possible. Oui, tout à fait, excusez-moi. Première chose, moi, à ma connaissance, vous y étiez inscrit en tant que LR, en tout cas sur la préfecture. Je peux me tromper. Ah ben vous n'étiez pas avec moi quand... Non, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été dit officiellement sur les papiers de la préfecture. Deuxièmement, au niveau de la Macronie, je suis désolé, parce que vous parlez de déclassement. Alors, si vous voulez qu'on parle de déclassement, on peut parler par exemple du passé, de vos camarades LR, qui ont réduit les frais, enfin, qui ont réduit les budgets de la police, qui ont réduit tous ces budgets-là. Aujourd'hui, nous avons dû faire le double. Déjà, on a dû revenir en arrière, plus encore rajouter des moyens pour que la police puisse enfin se
battre correctement face aux voyous, et vous nous dites que c'est du déclassement. Vous nous dites aussi que c'est du déclassement alors qu'aujourd'hui, on arrive à avoir, malgré la dette qui a augmenté, mais le quoi qu'il en coûte a eu son prix, malgré cela, malgré qu'on arrive au plein emploi, malgré qu'on arrive à tout ça, vous parlez de déclassement. Il y a un moment donné quand même, il faudrait être honnête avec les chiffres. Je veux dire, sur la zone euro, on s'en sort plutôt très bien. On s'en sort beaucoup mieux que plein d'autres pays. Et il y a un moment donné aussi, il serait intéressant, on n'a pas fait tout parfait. Effectivement, la dette a augmenté, et ça, je serais le premier à le revendiquer, puisque c'est la réalité. Les chiffres sont connus, hein, pas besoin d'audit, ils sont connus. Donc, à un moment donné, pourquoi cette dette? Et justement, par le plein emploi, par la capacité de la France à se battre et à gagner de l'argent, à travailler tous les jours, c'est comme ça qu'on va pouvoir... Moi, je ne peux pas entendre ça, M. Di Castro, parce que... Ça ne va pas être un débat entre vous deux. Madame Soudan a très peu parlé pour l'instant. Une question pour vous. Oui, si vous êtes élue au Palais Bourbon, Madame Soudan, quelle sera la première proposition de loi que vous défendrez? La première proposition de loi, ce sera le blocage des prix. Parce que c'est vraiment une extrême nécessité, c'est demander là sur le territoire, les porte-à-porte, c'est la première chose. Finalement, c'est pas de l'insécurité qu'on en parle en premier, c'est vraiment du fait qu'à la fin du mois, on tire la langue, qu'on n'arrive pas à payer ses factures, qu'on doit choisir entre payer son loyer finalement, ou payer ses factures d'électricité, ou manger à la fin du mois. Donc c'est une nécessité pour l'intégralité de la circonscription, ce blocage des prix, là maintenant, sur les produits de première nécessité, sur l'énergie, sur le carburant. Concrètement, vous le mettez en pratique comment ? Concrètement, par décret, c'est-à-dire que dès juillet, si on nous donne la majorité avec le nouveau Front populaire, le programme sera mis en place dès juillet. Et vous le financez comment ? Alors le financement, justement, il y a un coût, je pense que vous avez pu le voir, il y a eu un chiffrage du programme. Le programme avait été présenté très tôt, on a été les premiers à le présenter. Il y a eu un chiffrage de programme. Aujourd'hui, ce programme est soutenu par 300 économistes, pas 1, 2 ou 3. 300 milliards Non, 300 économistes. Je disais, non, mais 300 milliards aussi le chiffrage. Devant chaque recette, 140 pour votre camarade à côté. Il y a une dépense. Devant chaque dépense, il y a une recette. Donc, contrairement à vous qui, pendant finalement 7 ans, avez détricoté notre pays et avez créé une dette immense, et j'entends depuis tout à l'heure, donc je vais répondre pour Madame Martin, non, en fait, vous n'avez pas mis plus de moyens dans la justice. Non, vous n'avez pas mis plus de moyens dans la police. Absolument pas. Vous avez fait totalement l'inverse. Vous avez cassé complètement nos services publics. Et ça, tous nos concitoyens le savent aujourd'hui. C'est pour ça que vous affichez pas avec Monsieur Macron sur vos affiches dans notre circonscription. Ça n'a rien à voir, c'est juste regarder les chiffres, regarder ce qui a été donné. On les regarde justement. Justement, il semblerait qu'on n'ait pas les mêmes chiffres et il semblerait que ça n'ait pas de rapport. Il ne faut pas s'informer sur Twitter tout le temps ou des choses comme ça. Non, je ne suis pas sur Twitter. Vous savez, il y a quand même des cours des comptes, il y a quand même effectivement des choses qui sont sérieuses, qui nous donnent les chiffres exactement des investissements qui ont été faits sur ces services. Donc à un moment donné, ça serait bien de pas... on peut faire de la politique, on peut se battre pour les idées, mais les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Madame Landerer, on continue le tour de table. Le Rassemblement national propose de couper les allocations familiales aux parents d'enfants délinquants ou absentéistes. C'est bien dans votre programme. Est-ce que vous trouvez normal de condamner toute une famille pour l'inconduite d'un seul de ses membres ? En fait, le problème, c'est que si le Rassemblement national choisit cette proposition de loi, c'est pour justement alerter les parents. Parce que c'est quand même l'augmentation de délinquance mineure, c'est par rapport à l'éducation. Donc c'est pour ça... D'accord, mais il n'en reste pas moins qu'une fratrie de 4 ou 5 enfants, on leur coupe les allocations familiales parce qu'il y a le petit dernier qui fait des bêtises. Justement pour même si les autres sont de brillants étudiants, ce qui peut parfaitement arriver. Il faut responsabiliser les parents. On doit passer par cette loi pour que les parents essayent de prendre en main leurs enfants et d'éduquer, ce sera une bonne loi. Est-ce que vous savez, madame, que cette loi a déjà existé récemment et a été mise en œuvre ? Oui, mais donc il faut continuer. À quelle époque ? Je ne peux pas vous dire, mais... Moi, je vous le dis, c'est sous Nicolas Sarkozy. Cette loi a été abrogée 3 ans plus tard parce qu'elle n'avait produit aucun des effets attendus. Tout à fait. Mais c'est la raison pour laquelle, moi, dans mes propositions de loi sur la délinquance des mineurs, je propose, avec David Lisnard, des solutions concrètes très fortes, qui seraient à la fois dissuasives et qui enverraient à la fois un signal fort d'autorité sur le terrain auprès de ces jeunes qui sont de plus en plus jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans. D'abord, de baisser la majorité pénale à 16 ans. Ensuite, comme le préconise le docteur Maurice Berger, avec qui nous avons travaillé, de pouvoir sanctionner ces jeunes sur des peines très courtes, ou 5 jours, 10 jours, 15 jours, parce que le choc d'enfermement aura un choc psychologique chez ces jeunes, parce que le but du jeu, c'est non seulement de protéger la société, mais d'essayer aussi de sauver un maximum de ces jeunes. La majorité pénale à 16 ans, ça veut dire qu'ils pourront voter aussi à 16 ans, c'est ça ? Non, pour l'instant,
ans, nous découplons la majorité civile de la majorité pénale, ce qui est déjà quasiment le cas, puisque entre 16 ans et 18 ans, l'atténuation de la peine encourue par un adulte est moins forte, et nous demandons aussi que l'atténuation de la peine, justement, à partir de l'âge de 13 ans, soit ramenée à 50% de la peine d'un adulte. Nous voulons aussi créer des centres, des internats disciplinaires fermés, parce que le système qui existe aujourd'hui est loin d'être satisfaisant. Et évidemment aussi responsabiliser les parents. Nous avons plutôt imaginé qu'en cas d'intérêt au civil, les parents pourraient être saisis sur les allocations familiales à hauteur de 50% de ce qu'ils touchent, et évidemment avec un étalement qui ne viendrait pas nuire aux autres enfants s'il y en a. Mike Castro de Maria, je vais vous proposer un exercice un petit peu difficile. Si vous deviez pointer une erreur, et une seule, commise par la majorité actuelle sur les 7 dernières années. Alors, de par mon métier, je pense que c'est la pédagogie. Je suis désolé, je suis pédagogue, c'est mon métier. Et effectivement, on a fait, à mon avis, manque de pédagogie pour beaucoup de sujets. Je pense que vraiment, là-dessus, on n'a pas été bon. En gros, les Français sont tous des imbéciles, ils n'ont pas compris. Non, en gros, on a mal expliqué ce qu'on voulait faire. Non, mais quand on parle de pédagogie, on ne dit pas un étudiant qui est un imbécile. On dit un étudiant simplement qui doit apprendre, il faut bien lui expliquer. C'est le travail du prof de bien expliquer. Donc, à un moment donné, les Français comprennent. C'est juste que nous, on s'est mal exprimé. C'est ça le problème. Et c'est là où j'explique le problème de pédagogie. Bien. J'avais une petite question pour Mme Martin, parce qu'elle parle de David Lisnard souvent. Et David Lisnard, il n'est pas candidat aujourd'hui. David Lisnard, il est maire de Cannes. Il est président de l'AMF. Il est président de l'agglomération. Les maires de France, voilà, des maires de France. D'accord, vous dites avec David Lisnard, c'est en tant que président de votre parti, en tant que... Parce que c'est compliqué, non, on ne sait pas, on ne sait plus rien. Monsieur, vous compliquez les choses qui sont simples. Bah oui. J'ai travaillé avec l'ensemble des maires de ma circonscription. On y reviendra tout à l'heure avec Sébastien Leroy sur le logement, avec Kevin Luciano sur la sécurité. David Lisnard, je travaille avec lui en tant que maire, en tant que président de Nouvelle Énergie, en tant que président de l'AMF, parce qu'en 2022, quand j'ai déposé ma première proposition de loi sur la délinquance des mineurs, eh bien l'écho, il venait justement du terrain de tous ces maires qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se nouer parmi les plus jeunes, et notamment dans les quartiers où les jeunes répondent davantage à la loi de leur communauté qu'à la loi de la France. » Donc vous avez simplement oublié le travail de Darmanin qui proposait effectivement la même chose. Ah non, alors là, écoutez, moi j'étais dans l'hémicycle, monsieur. J'étais dans l'hémicycle pendant 2 ans. Quand j'ai proposé sous forme d'amendement mes propositions, j'ai eu un avis très défavorable en mâchant du chewing-gum du garde des Sceaux. Aujourd'hui, le garde des Sceaux, Gabriel Attal, reprennent toutes nos propositions. S'il vous plaît, je l'ai vécu. Alors, Madame Martin, j'ai juste une question. Non, attendez, on revient à vous. Madame Martin, vous parlez depuis le début de ce débat de clarté, de transparence, oui. Certes. Alors, allons au bout de la transparence. Oui. Quand on a présenté tous les candidats, on a donné la profession de chacun d'entre eux. On ne connaît pas votre profession. En dehors de votre métier, c'est un métier de député. Quelle est votre vraie profession ? Député, c'est un mandat. C'est un mandat, mais on sait que c'est très prenant. Et donc, j'ai travaillé, ça peut occuper beaucoup, certes. Ah oui, là, ça occupe à 100%. Donc, j'ai effectivement arrêté de travailler parce que je ne peux pas être députée et conseillère départementale à 300% comme on doit l'être. Parce que être député, ce n'est pas qu'avoir une étiquette sur le dos. C'est justement aller mouiller sa chemise sur le terrain, comme je l'ai fait. C'est prendre la parole dans l'hémicycle, assister à des commissions d'enquête, comme je l'ai fait sur la protection de l'enfance, sur les crèches. C'est tout ça, être député. Moi, avant d'être député, j'ai travaillé 28 années d'abord à la mairie de Cannes. Je suis rentrée en 1994. J'ai grimpé, j'ai eu plusieurs fonctions jusqu'à être chef de cabinet, directrice de cabinet adjointe. Et là, j'ai eu, je crois, la plus belle expérience professionnelle de ma vie puisque j'ai construit, on a été très peu au début, j'ai construit la communauté d'agglomération Cannes-les-Reims. Ça a été vraiment un moment très intense de ma vie professionnelle qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis justement de nourrir ce lien avec les maires, de connaître parfaitement les enjeux du bassin de vie cannois. Bien. Merci de cette précision. Après, si vous voulez bien. Une question pour vous, parce que quand même sur le fond, c'est quand même aussi ça qui intéresse les gens qui nous regardent et qui veulent savoir pour qui voter, pour quel programme. Le Rassemblement national veut exonérer d'impôts les personnes de moins de 30 ans, ce qui veut dire qu'un ouvrier de 31 ans devrait payer des impôts, alors qu'un trader de 29 ans ou Kylian Mbappé, comme on l'a dit, serait totalement exonéré. Est-ce que cela vous semble logique ? Il a dit, Jordan Bardella, exonération d'impôts pour les jeunes de moins de 30 ans parce que, après les études, les jeunes qui sont ingénieurs, comment je vais dire, tout ce qui est intellectuel, ils partent parce qu'ils ne veulent pas rester en France, parce qu'ils ne sont pas reconnus.
Donc Jordan Bardella veut laisser... Pardon ? Ils partent pas tous à l'étranger. Oui, je sais, mais ils veulent laisser rester les jeunes. Comment je veux dire ? Il fait cette loi pour que les jeunes aient envie de rester en France. Donc un plombier qui travaille depuis l'âge de 14 ans et qui a 31 ans, lui, il paye des impôts, c'est normal. Tout va bien. C'est pas normal. Mais là, pour l'instant, c'est Jordan Bardella qui prend cette mesure nationale. C'est lui qui va être Premier ministre. Donc, justement, il va expliquer. C'est pas de la démagogie pour séduire les jeunes, disons les choses clairement. Non, pas du tout. Il assume ses programmes. Donc, un mot sur cette mesure, les uns et les autres. Ah oui, moi, je pense que cette proposition, effectivement, fait partie de toutes les autres propositions démagogiques que j'ai entendues lors du débat avant-hier soir, et que ça va créer une énorme injustice fiscale qui va venir renforcer cette colère. Effectivement, pourquoi un jeune de 31 ans, pourquoi un jeune de 29 ans qui gagnerait bien sa vie ne paierait pas d'impôts? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, nos citoyens on est déjà les champions du monde du paiement des impôts, et je trouve cette mesure particulièrement injuste, infondée. Voilà. Quelle est la vision sur cette Alors, il assume la proposition. démagogie, ça c'est clair. En tout cas, on l'a compris. Derrière, je ne vais pas reprendre les propos de notre Premier ministre qui ont été très clairs à ce niveau-là. Simplement, c'est complètement... ça va mettre des Français jeunes face aux Français moins jeunes. Ça va mettre en face les personnes qui vont travailler très tôt et bien gagner, alors qu'il y en a qui vont travailler très tôt et gagner mal. C'est simplement, c'est ni fait ni à faire, personnellement. Vraiment, je me battrai contre ce type de propositions qui sont complètement hors sol. Lucia Soudan. Ça parle tout simplement à l'électorat TikTok qu'il essaye de convaincre et de plaire depuis les européennes, tout simplement. Donc là, on voit vraiment, c'est purement électoraliste, parce qu'au niveau national, l'égalité des chances pour tous et l'égalité pour tous, là, on est vraiment sur une mesure qui fait complètement l'inverse et qui va encore créer un clivage supplémentaire dans un climat de tension sociale qui existe déjà dans notre pays. Alors, parlons maintenant d'une problématique très importante aux yeux des Français, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le logement, et notamment le logement saisonnier, Lionel. Oui, donc comme dans toutes les villes de la côte, la problématique du logement est particulièrement complexe sur ce territoire. Les prix se sont envolés, ça pénalise les actifs, les étudiants, les saisonniers qui n'arrivent plus à se loger. Certains appellent à bloquer les loyers, d'autres appellent à limiter drastiquement les Airbnb. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position, Lucia Soudan? Alors c'est vrai que là, nous, on est particulièrement touchés, surtout sur notre circonscription. C'est quand même la 3e ville dans les Alpes-Maritimes où on a perdu en 3 ans 60% finalement de notre parc locatif à l'année, avec une augmentation des loyers de 7,2% pour nos concitoyens cannois. C'est extrêmement difficile de se loger, de trouver un logement quand vous travaillez à Cannes. C'est difficile, c'est pas facile de se retrouver à Grasse ou dans l'arrière-pays finalement, alors vous travaillez sur le littoral. Nous, ce qu'on propose, c'est un gel des loyers, stopper aussi cette spéculation immobilière, et pour les Airbnb, que ce soit les propriétaires occupants qui puissent évidemment louer leurs biens lorsqu'ils en ont besoin pour payer leurs factures, tout simplement parce que certains n'arrivent pas à payer leur loyer, mais qu'on ne puisse pas finalement acheter un appartement pour le mettre en Airbnb à l'année et occuper ce bien 1 mois, 2 mois ou 3 mois seulement, pendant que des gens sont obligés de faire des kilomètres, 1h30 de route pour venir travailler à Cannes. Merci, Monsieur Castro-Desmaria. Le gel des prix, c'est quelque chose qui est un petit peu post-communiste, on va dire, pour moi. À un moment donné, nous avons des personnes qui louent, qui souvent vont louer pour leur retraite. Ce ne sont pas que des Airbnb. Elles vont louer parce que ça leur permet un complément. Pour autant, il faut contrôler les Airbnb, effectivement, sur le territoire, pour pas que ça devienne un métier avec des immeubles complets de Airbnb, comme nous avons certaines fois. Faut être capable d'avoir une mesure en toute chose. Pour se loger, effectivement, c'est un grand problème. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis co-signataire d'une lettre qui est partie à notre ministre du Logement, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez signée, sur le fait de faire évoluer la loi SRU, puisque un des problèmes, c'est le logement des saisonniers, mais le logement des jeunes, plus globalement. Aujourd'hui, quand on voit le rejet, par exemple, des logements sociaux, entre guillemets, qui ne sont plus sociaux, mais qui sont simplement pour les jeunes actifs, qui ont besoin de trouver des logements à des tarifs modérés, effectivement, on en a besoin. Mais pour autant, on a des spécificités, et là, c'est en tant qu'élu à la CACPL que j'ai plaisir à mieux connaître ces dossiers-là, puisque effectivement, c'est une vraie problématique de notre territoire. Et derrière, il faut absolument trouver une solution, en tout cas pour les jeunes actifs. C'est pour ça que, d'ailleurs, notre Premier ministre a fait cette proposition de réduire les frais de succession pour le premier achat,
à moins de 250 000 euros, de façon à ce que les jeunes puissent aussi devenir propriétaires pour faire un toit, fonder une famille, de manière, on va dire, un peu plus facile, parce que sur 250 000, 25 000 euros, ça compte. Donc si on n'a pas de frais de notaire, c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Donc ça va pouvoir aider ce jeune public. Mais en tout cas, pour en revenir au logement locatif, c'est vrai que nous avons des problèmes, et c'est grâce effectivement à une adaptation de cette fameuse loi SRU, qui est une bonne loi, mais en même temps, il faut l'adapter à notre territoire, et c'est vraiment un manque que nous avons remonté à notre ministre. Bien. Dorette Landerer, sur ce point, faut-il bloquer les loyers? Faut-il restreindre ou interdire les Airbnb? En fait, moi, je parle de logement, problème sur le logement locatif. Moi, je pense qu'il faut aider les propriétaires qui n'arrivent pas à faire les travaux pour être en norme et louer leur logement. Et aussi, je parle aussi pour les lois SRU. Qui est très justement, le Rassemblement national avait présenté un projet de loi SRU pour annuler l'obligation de logements sociaux, logements sociaux, obliger les maires et à condamner les maires à faire les logements sociaux. Donc c'est vraiment, comment je veux dire, c'est vraiment donner aux maires l'accès libre pour construire le logement, mais pas de manière réglementaire. Pas de manière réglementaire. Donc si je comprends bien, vous ne souhaitez pas qu'on impose un pourcentage de logements sociaux, et qu'on laisse entièrement la liberté à chaque maire de construire ça, exactement, le type de logement. On abroge la loi SRU. Mais après, c'est donner beaucoup d'aide pour les propriétaires qui ont beaucoup de logements, qui n'arrivent pas à faire les travaux et mettre en norme pour pouvoir louer leur logement. C'est une problématique différente. Ça, c'est la mise aux normes des logements par rapport au changement climatique, à ce genre de choses. Sur les Airbnb en particulier, qu'est-ce que vous en pensez? Sur les Airbnb en particulier, il faut que mettre une réglementation aussi, mais bon, il existe une réglementation, il en faut une autre. Il en faut peut-être une autre, mais... C'est-à-dire restreindre davantage la possibilité de louer un bien en Airbnb? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Madame Martin. Oui, effectivement, nous vivons une crise du logement qui est sans précédent. Là aussi, angle mort de tous les gouvernements Macron. Ça nous explose aujourd'hui à la figure, j'ai envie de dire. Et effectivement, aujourd'hui, les actifs ne peuvent plus se loger, et notamment dans le parc locatif qui s'essouffle complètement. Donc, il faut permettre aux propriétaires de pouvoir louer annuellement en toute sécurité. Donc là-dessus, il faut pouvoir donner des certitudes aux propriétaires que les locataires ne pourront pas s'installer dans leurs biens ad vitam aeternam s'ils ne payent pas. Nous avons d'ailleurs, avec notre groupe, agi sur les squats, vous savez qu'il y en a de plus en plus, et nous avons obtenu par une proposition de loi que ça devienne un délit d'occupation illicite d'un logement. Ceci étant dit, donc il faut aider les propriétaires, il faut rendre plus attractif en fait la location privée. Ça, c'est un point très important. Il faut aussi permettre aux maires de construire. Toutes ces lois, les ZAN, j'en passe et des meilleurs, SRU, empêchent les maires de construire quand ils le peuvent, ou à l'inverse, obligent des maires à construire quand ils ne peuvent pas. Et là, j'ai travaillé avec Sébastien Leroy. Vous savez, Sébastien Leroy, sa commune, Mandelieu-la-Napoule, 70% de son territoire est en zone inondable, et d'autres risques qui cumulent. Et malgré ça, 1,8 million d'amendes cette année dans le cadre de la loi SRU. Est-ce que cet argent n'aurait pas été mieux distribué et investi dans une école, dans une crèche? Donc j'ai déposé une proposition de loi pour rayer toutes les absurdités de la loi SRU, qui est une loi soviétique, et notamment en cas d'impossibilité de construire parce qu'il y a un cumul de risques, eh bien que les maires ne soient pas obligés de construire des logements sociaux et qu'il n'ait pas d'amende. Alors pardonnez-moi, la question me paraît assez évidente. Si la loi SRU n'existait pas sur la Côte d'Azur, dans le domaine que nous connaissons parfaitement, est-ce que vous imaginez que les maires auraient construit du logement social? Mais bien sûr, mais les maires sont des gens responsables. Loger leurs actifs, leurs seniors, les jeunes, c'est pour eux une priorité. À Cannes, le taux de logements sociaux est le plus fort de tout le département. 7752 logements sociaux réalisés à Cannes, dans tous les quartiers, que ce soit de la Californie, en allant jusqu'à la Boca, en passant par le centre de Cannes. Donc oui, les maires sont des élus responsables. Je dirais même qu'ils sont les piliers de la République
public et que ils ont la main sur cette politique de logement et il faut leur donner davantage la main. Lucia Soudan, en un mot sur cette thématique-là. Je vais être évidemment pas d'accord avec ça. Si cette loi SRU elle a été mise en place, c'est que tout simplement les maires ne jouaient pas le jeu et qu'on était dans des situations qui devenaient dramatiques finalement pour certaines personnes de se loger. Donc on a été obligé finalement d'appliquer ce type de loi. Sinon, elle n'aurait pas été présentée. S'il n'y a pas de problème, on n'est pas en train de chercher des solutions. Donc si cette solution, elle était apportée, alors peut-être qu'elle n'est pas correcte, peut-être qu'il faudrait la modifier, qu'il faudrait l'adapter au territoire, ça c'est une évidence. Mais si elle a été proposée, c'est parce que les maires déjà ne jouaient pas le jeu. Et les promoteurs ici ne jouent toujours pas le jeu en fait. Moi, je suis mandolosienne. Évidemment, on a un territoire qui est particulier, avec les risques d'inondation, mais il y a des projets qui pourraient avancer. Mais administrativement, tout prend énormément de temps. Le PLU aujourd'hui est toujours gelé à Mandelieu. On se retrouve avec des projets immobiliers qui pourraient être montés et aujourd'hui, ça stagne. Et ces personnes-là... Je ne vous le fais pas dire, excès de normes, excès de bureaucratie. Sébastien Leroy et David Lisnard le clament haut et fort depuis longtemps. Exactement. Voilà un point de convergence. Oui. Parlons d'une problématique de la... Vous êtes... Non, juste un point. En tout cas, je suis assez content que Madame ait voté la loi Kasberdjian qui a été mise en place contre les squats, justement, pour régler le problème, sachant que c'est une loi qui a été mise en place par Renaissance. Voilà, et qui a été initiée par Annie Genevard. Bien. Bon, la paternité de cette loi revient donc à deux parties. Certes. Voilà. Parlons maintenant de l'absence d'aire d'accueil pour les gens du voyage. C'est une vraie problématique de circonscription. Pour le coup, cette année encore, des terrains privés vont être réquisitionnés pour accueillir les gens du voyage, comme cela avait été le cas au domaine d'Argeville-à-Mougins, même si c'est dans une autre circonscription voisine. La loi impose pourtant aux communes de prévoir des aires d'accueil. Madame Martin, c'est à vous que je pose la question pour commencer. De quelle manière un député peut agir pour que la loi soit respectée dans cette circonscription où aucune aire n'existe? Vous êtes proche du maire de Cannes. Oui. Vous, en tant que député, vous devriez l'inciter Mais à respecter la loi. je n'ai pas besoin d'inciter le maire de Cannes, président de l'agglomération Cannes-les-Reims, à le faire, puisqu'il l'a fait. Moi, j'ai bien suivi ce dossier quand j'étais justement salarié de la communauté d'agglomération. Ça a été compliqué de trouver un terrain. Là encore, on se heurte à des problèmes de terrain qui sont en zone inondable. Donc aujourd'hui, il y a une aire d'accueil qui marche très bien dans la plaine de la Siagne, qui marche très bien. Les associations de gens du voyage, on fonctionne très très bien avec eux. Il y a une deuxième aire qui est en train d'être déterminée à Mandelieu, mais avant, il faut que le préfet accepte de pérenniser ces aires qui effectivement sont en zone inondable. Il y a eu des pluies assez importantes ces dernières semaines. À chaque fois que ça arrive, il y a un plan d'évacuation. Ça se passe très bien, en bonne intelligence avec les gens du voyage. Et puis, quant à l'aire de grand passage, nous n'avons pas effectivement à l'ouest du département de terrain assez grand pour pouvoir l'accueillir, mais David Lisnard et dans le pôle métropolitain avec Jean Leonetti et Jérôme Viau sont tout à fait favorables à participer financièrement à une aire. Et puis pourquoi on ne le demande pas à l'est du département et pourquoi on nous met la pression à l'ouest? Donc là-dessus, il faut qu'il y ait une équité territoriale et une équité financière. Madame Landerer, il faut ou il ne faut pas une aire d'accueil des gens du voyage dans la circonscription? Il est clair qu'il n'y a toujours pas d'aire d'accueil pour les gens du voyage dans l'ouest du département, comme Madame Martin. Je viens de dire l'inverse. Oui. Non, mais, il n'y a pas d'aire de grand passage. Mais Madame, vous regardez vos notes, mais moi, je l'ai vécu, Madame. Par contre, seul Valoris dispose d'une aire permanente. Vous avez Valoris pas cité. Antibes, oui, voilà. Tout à fait. Oui, mais voilà. C'est une aire qui date d'il y a très longtemps. Oui, oui voilà. Alors, c'est la CASA aussi qui doit créer des aires d'accueil, mais c'est difficile. Donc, est-ce que vous êtes favorable ou non à la création? Voilà. Oui, de toute façon, d'ici 2029, il y a 75 terrains familiaux locatifs publics sont prévus. Donc, je suis favorable pour l'aire d'accueil. Mani Castro, qu'est-ce qu'on fait pour les gens du voyage? Est-ce qu'on en fait trop, pas assez, ou est-ce qu'il faut c'est assez facile à vérifier puisque j'ai voté effectivement en tant qu'élu à la CACPL, j'ai voté pour ces solutions puisque effectivement il faut les accueillir, mais il faut les accueillir dignement avec des terrains qui sont appropriés. Effectivement, on a des problématiques sur le territoire. Il faut absolument. Oui, parce que j'entends que les choses ont été faites, mais c'est pas pérenne. On est d'accord, Madame Martin. C'est pas pérenne. On attend une décision. L'agglomération attend une décision du préfet en ce sens. On travaille en ce sens en tout cas,
Voilà, et effectivement, le but, c'est d'avoir une aire pérenne et d'avoir une bonne organisation à ce niveau-là. Je pense qu'en tout cas, on a travaillé sur ces solutions-là et qu'il faut que ça soit de qualité, d'un côté comme de l'autre, et qu'il y ait un respect mutuel, et c'est le cas. Et c'est le cas, ça se passe très bien, et l'air est pleine tout le temps. Et ça se passe très bien avec les gens du voyage, et c'est parfait comme ça. Madame Soudan, sur cette thématique. Je vais partager finalement, je pense que c'est un sujet où on va réussir à être d'accord, comme quoi l'Assemblée nationale, on y arriverait. On est face à une problématique où on doit impérativement accueillir ces personnes, ça fait partie d'un droit, ils ont ce droit, et on doit les accueillir dignement, et on essaye de faire dans la mesure du possible. C'est vrai qu'on a beaucoup de retard, dans les Alpes-Maritimes, on est encore à 14,5%. Alors allez tous voir le préfet en Suisse, vous êtes tous d'accord. Si c'était aussi simple que ça. Je l'ai vu ça. plus d'une fois, le préfet, et en tant que conseillère départementale, puisque je fais partie de la commission gens du voyage, je représente Charles-Ange Guinézy. Il y a un équilibre, il y a un respect, c'est vrai que l'État doit jouer son rôle. Si on souhaite qu'il y ait des relations apaisées sur le territoire avec la communauté, évidemment, l'État doit vraiment jouer pleinement le rôle d'équilibre. Parfait. Parlons de sécurité. Oui, c'est un thème évidemment qui fait énormément parler. C'est l'un des plus puissants moteurs de vote des Français. Évidemment que c'est aussi le cas à l'ouest des Alpes-Maritimes, alors qu'un nouveau commissariat a été inauguré l'an dernier à Valoris. Tout récemment encore, les vols de montres ont fait la une de tous les médias, notamment Nice Matin, à Cannes. Montres de luxe. Des montres de luxe, bien sûr. Oui, non, personne ne veut ma montre. Personne ne veut votre swatch. Absolument. Le plus simple, c'est de pas en avoir. La question est, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait assez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation, Monsieur Castro de Maria? Alors déjà, effectivement, redonner plus de possibilités à la police nationale sur notre territoire. On est en manque de police nationale. La police municipale, comme je l'ai dit en préambule... Le parti que vous représentez est au pouvoir. Comment se fait-il qu'il n'ait pas donné davantage de moyens? C'est pour ça qu'on a donné, et pas assez, je le regrette, effectivement. Depuis 2017. Depuis 2017, oui. Il y a eu quand même quelques petites crises et quelques petits problèmes. Malgré tout, on s'est quand même débrouillé à augmenter les budgets. Mais il y a eu d'autres problématiques. Oui. D'un autre côté, effectivement, il y a eu une habitude, et une mauvaise habitude, je pense peut-être de l'État, de se reposer sur la police municipale, qui est assez importante, qui sont un vrai coup pour les maires. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là, tout à fait, pour, en tout cas, avoir une police de qualité. Et moi, je soutiens le travail à ce niveau-là de notre ministre, M. Darmanin. Et derrière, il faut effectivement... quand c'est possible, en tout cas, améliorer. On a amélioré déjà les matériels, on a amélioré beaucoup de choses. Sur le cas de Cannes, par exemple, un des problèmes, et c'est pour ça qu'elle est dans le top 10 des villes les plus insécures de France. Insécure, c'est peut-être pas français, c'est plutôt anglais, mais en tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est, pour l'instant, le problème, c'est qu'on a beaucoup de tourisme. Et on a du tourisme pour de bonnes raisons, et on a aussi un mauvais tourisme pour de mauvaises raisons. Et hélas, quand des personnes qui ont des moyens, qui profitent de la Côte d'Azur viennent, ça attire d'autres personnes. Donc, il faut un peu plus de contrôle à ce niveau-là. Et ça, si on n'a pas les personnels sur la surface, on n'y arrivera pas. Donc, je milite vraiment pour qu'on ait plus de police nationale. Lucia Soudan, sur cette problématique, est-ce qu'on en parle trop déjà? Est-ce que c'est un véritable problème? Vous nous disiez tout à l'heure que les gens que vous rencontrez vous parlent davantage de la précarité que de l'insécurité. Alors, davantage que, c'est quand même le problème numéro 2. Si vous allez dans les quartiers de La Frayère, de Ranguin, l'insécurité, c'est quand même quelque chose qu'on ressent. Ils partagent avec nous. Évidemment, c'est une problématique extrêmement difficile quand vous avez des deals en bas de chez vous, quand vous avez peur de sortir avec vos enfants. L'insécurité, elle est là, elle est présente. On ne peut pas la nier, on ne peut pas parler de sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité, évidemment, aujourd'hui à Cannes et dans notre circonscription. Mais les moyens n'ont pas été suffisamment mis en place. Sur ces 7 dernières années, je suis désolée de l'entendre, mais il y avait des mesures qui marchaient très bien et on aurait dû les remettre en place. La police de proximité, évidemment, il nous la faut et les gens la demandent. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas. Ces 7 années de macronisme, on a entendu les gens dans la rue, on a eu les gilets jaunes, on a eu la Convention citoyenne pour le climat. À chaque fois qu'il y a des remontées, finalement, de la population, on ne les écoute jamais. Cette police de proximité, il la demande. C'est un petit peu faux, on les écoute puisque la Convention citoyenne, juste pour info, 70% a été retenue. On s'est assis complètement sur ce qu'ils avaient dit, finalement. Et qu'est-ce qui a été mis en place aujourd'hui? Rien. Donc si on revient sur la sécurité, les moyens pour la justice, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un juge, lorsqu'il commence sa journée et qu'il la termine, ce sont des journées horribles. On a une lenteur administrative qui est due, évidemment, au manque de moyens. Nous devons mettre plus de moyens dans la police d'investigation et dans la police judiciaire. Ça, c'est une nécessité aujourd'hui parce que ce sentiment d'insécurité, c'est une réelle insécurité sur le territoire. Bien. Dorette Landerer, une question très simple. Est-ce que quand vous vous promenez dans cette circonscription, à Valoris ou à Cannes, vous vous sentez en insécurité?
Ça dépend à quelle heure, mais c'est vrai que même moi ou les Français, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils veulent vraiment être en paix et faire les courses tranquilles sans être agressés ou tabassés dans cette circonscription. Donc il faut vraiment que la justice soit ferme et je suis d'accord avec M. Castro de Maria. Je dis bien de Maria. Parfait. Merci beaucoup. Qu'il faut absolument augmenter l'effectif de la police et pourquoi pas réarmer la police municipale. Parce que, réarmer la police moralement, surtout. Ah, parce qu'elle est armée. Hein. Oui, moralement, parce qu'en ce moment, ils sont vraiment... C'est un dur métier. Voilà, c'est un dur métier. Ouais. Alexandra Martin. D'abord, moi, je voudrais dire que je suis un peu consternée, Monsieur Di Maria, de voir que pour vous, la sécurité n'est pas une priorité. C'est la priorité. Moi, je lutte contre toute forme de laxisme et pour une République forte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ces propositions de loi et que j'ai aussi travaillé en commission défense pour recoudre le lien entre les jeunes et la nation, un lien qui a été bien rompu et qui permettrait aussi de refaire communauté, comme le dirait David Lisnard. Oui, effectivement, on manque cruellement de moyens de police nationale. Et pour parler de Cannes, David Lisnard est intervenu des dizaines et des dizaines de fois auprès de M. Darmanin. Effectivement, il manque, Mme Soudan, des enquêteurs. Sur les 53 policiers nationaux qu'il faudrait à minima ajouter dans la circonscription de Cannes, il faudrait au moins une dizaine d'enquêteurs, effectivement. Oui, la police municipale est particulièrement efficace à Cannes, à Mandelieu, à Valoris. Et ils sont armés, ils sont très nombreux et on a l'impression que plus ils sont nombreux et moins on obtient d'effectifs de la police nationale. Moi, j'ai écrit à Gérald Darmanin pour soutenir le maire de Cannes et j'espère, Madame Landerer, que vous faites de même, que vous ferez de même quand le maire de Cannes demande des soutiens pour renforcer les effectifs de la police nationale. J'ai écrit à Gérald Darmanin et il a eu cette réponse totalement incroyable de me dire, écoutez, demandez au maire de Cannes qu'il augmente les effectifs de sa police municipale et sa vidéosurveillance. Mais comment un ministre de l'Intérieur peut me faire une telle réponse ? Voilà. Donc, c'est aussi une prérogative du maire de s'occuper de sa police municipale et de mais mettre la police de la municipale, vous savez, la police municipale intervient très souvent à la place de la police nationale qui n'a pas assez d'équipage pour sortir et ça c'est totalement inadmissible, d'autant que je vous rappelle que les policiers municipaux n'ont pas les mêmes pouvoirs judiciaires que la police nationale. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on puisse aborder très rapidement une thématique très chère au cœur des Français, le pouvoir d'achat, et on est déjà très pris par le temps. Vous allez me répondre vraiment par une phrase s'il vous plaît. Si l'augmentation du coût de la vie n'a pas épargné l'ouest du département, comme partout en France malheureusement, c'est un secteur qui n'est pas aussi riche qu'on pourrait le penser, vous l'avez tous bien décrit et expliqué. Pourriez-vous nous donner une mesure et une seule que vous pourriez immédiatement voter pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? On commence par vous, Dorette Landerer. Juste une mesure, c'est augmentation des salaires à hauteur de 10% maximum, sans cotisation patronale, pendant 5 ans, et c'est là jusqu'à 3 fois le SMIC. Pendant 5 ans, excusez-moi, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, le salaire redescend ? Après, non. Après, donc 10% d'augmentation des salaires. 10% d'augmentation des salaires. Parfait. C'est ce que j'ai dit. Madame Martin. Je ne pense pas que le pouvoir d'achat puisse être, que l'augmentation du pouvoir d'achat puisse être résolue par des mesures ponctuelles, comme on l'a entendu avant-hier soir lors du débat. Avec mon groupe Les Républicains, nous avons voté, par exemple, la transformation des jours RTT. Non, mais là, l'urgence, au lendemain des élections. Mais l'urgence, c'est de travailler sur la productivité de la France. L'urgence, c'est de travailler sur la croissance. On en parlait tout à l'heure, 1,9% de croissance contre 2,9% en moyenne dans la zone euro. Il faut se remettre au travail, il faut remettre la valeur travail au centre, il faut de la productivité et il faut... plus de travail, on aura plus de pouvoir d'achat. Voilà, exactement. Mike Castro. Alors, je vais faire rapidement, je suis d'accord sur ces points-là. Effectivement, plus de productivité. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que la sécurité, désolé de répondre à ça, est dans mes priorités, en tout cas. Dans tous les cas, effectivement, le pouvoir d'achat, par toutes les mesures qui peuvent aider, pas des mesurettes, pas des options, mais... Déjà, il est prévu de baisser, en tout cas pour la facture d'électricité. Après, derrière, il y a quand même des problématiques
internationale, nationale qu'il faut prendre en compte. Donc derrière, la production, c'est vraiment, et l'autonomie au niveau de la France, que ce soit alimentaire par exemple, est une des clés aussi pour sortir de ce problème. Madame Soulan, on fait quoi pour le pouvoir d'achat en un mot? Je pense que vous l'avez entendu, nous, ça va être l'augmentation des salaires et l'augmentation du SMIC à 1006 net. On nous disait déjà il y a 2 ans que 1004 c'était pas possible. Finalement, aujourd'hui, on est à 1389, donc 1006 c'est possible. L'Espagne à côté a fait la même mesure et de 2020 à aujourd'hui, leur dette publique a diminué. Donc quand on laisse croire aux Français qu'en fait on va augmenter la dette à partir du moment où on va leur augmenter le SMIC et leur salaire, c'est complètement faux. On le voit pour nos voisins. Il faut juste avoir une vraie politique économique de relance, plus de productivité en France évidemment, je dirais plus de travail mais plus de mieux travail, pas à s'acharner toujours sur les mêmes qui vont se lever à 5h du matin pour des salaires de misère. Ils doivent, et c'est majoritairement des femmes, elles ont le droit d'avoir un salaire décent où à la fin du mois, elles peuvent s'offrir ou offrir à leur enfant au moins un cinéma. Alors merci, parce que les électeurs ont envie de savoir si vous connaissez bien la circonscription qu'ils s'apprêtent à vous livrer clé en main, eh bien on va vous poser quelques questions légères. Oui, plus légère, Alexandra Martin. Si on veut faire une randonnée ou une balade à vélo dans la circonscription, où faut-il aller? Dans les Stérelles, au-dessus de Théo, là. Magnifique. Et super bon. Lucia Soudan, Oui. Où peut-on manger les meilleurs raviolis? Les meilleurs raviolis au San Telmo à Cannes. Ok. Ah, J'ai on le notre note. J'ai une autre adresse personnellement. On Allez-y, vous donnez-la écoute, alors, on ça vous va écoute. intéresser tout le monde. Aux bons Absolument. enfants à Cannes. Ok. Bien, le plus beau panorama de la circonscription, monsieur Castro de Maria. On en a tellement des superbes. À Le Cannes, on en a un superbe. Dans les Stérelles, on en a de superbes aussi. La Croix des Gardes, particulièrement beau aussi. C'est dur de choisir. On a quand même une belle circonscription. Bien. Dorette Landerer, où organiser un tout premier rendez-vous amoureux, un date, comme dirait ma fille? Je dirais à Valoris, dans la rue de Poitiers. La rue des Poitiers, La rue des Potiers. J'ai une adresse à Cannes aussi pour Oui, ça. oui, mais Ça moi je ne s'appelle fais Cannes pas en ça s'appelle Cannes en violet pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas Eh à les bien, échanger Souquet après aussi, l'émission. hein. Ça peut être Au Souquet, oui. Cannes en violet. Tout en haut, On tout ne en fait haut, pas c'est très bien. On ne manque pas d'endroits romantiques dans la circonscription. Oui, oui. Alors je ne Dans la sais pas si vous allez circonscription. utiliser vos adresses pour convaincre les électeurs de voter pour vous dimanche, mais moi je vais vous demander en 30 secondes et droit dans les yeux de ceux qui s'apprêtent à glisser des bulletins dans l'urne, de leur dire pourquoi il faut voter pour vous. Et on commence par vous, Madame Martin, la députée sortante. Comme je le dis aux habitants de la 8e circonscription, j'ai été une députée la plus concrète possible, la plus utile. Je veux pouvoir continuer à œuvrer pour eux dans des domaines sur lesquels je me suis mobilisée, comme la protection des droits des enfants, comme la protection des animaux, les violences intrafamiliales, la sécurité, l'immigration, l'éducation, le harcèlement scolaire. Et tous ces chantiers que j'ai lancés, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer dans ces domaines, je veux pouvoir continuer avec elles pour les habitants, au profit des habitants de la 8e circonscription et de la France. Je crois que j'ai été une Les 30 députée secondes sont particulièrement présente et mon travail est là pour en témoigner. Merci. Dorette Landerer, à vous, 30 secondes. Alors, je le dis aux électeurs, voter pour moi, c'est une chance très attendue de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir. C'est un message d'espoir. Oui, je serai députée de proximité. Je serai votre député en faveur de la protection animale et biodiversité. Je serai votre député en tant qu'infirmière défendra l'hôpital public et de tout le corps médical. Je serai député tolérance zéro en matière de sécurité et je serai votre député qui soutiendra les forces de l'ordre et ne vous laissez pas, vous ne laissez pas encore berner ou diviser. Je serai la députée de l'ordre et du bon sens. Merci. Maï Castro de Maria, à vous, 30 secondes. Si les électeurs me font l'honneur de me choisir comme député, je les défendrai. Je les défendrai sur le territoire. Je les défendrai face à toutes les, des fois, incompréhensions ou du moins toutes les extrémités que certaines apportent. Je les défendrai face à aux problématiques de leur territoire pour le logement, pour mieux travailler, mieux gagner sa vie, pour qu'ils puissent enfin vivre en paix, puisque c'est ce qu'ils demandent. Et en même temps, je les défendrai à Paris, où malgré que je sois avec la majorité, malgré que je soutienne Monsieur Attal, je
suis avant tout cannois et je suis avant tout avec plaisir. Oui, je suis cannois, j'ai mes bureaux à Cannes. Mais vous n'allez pas pouvoir voter pour vous en tous les cas. Voilà. Les 30 secondes sont écoulées. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Madame, Madame, oubliez madame quand même. Madame, Tout de même. je suis confus. Madame Soudan, vous avez 30 secondes. Alors, face à l'urgence sociale, face à l'urgence climatique, à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la montée du racisme en France, nous sommes aujourd'hui le nouveau Front populaire, finalement, le seul rempart, le seul front. On peut le voir. Notre programme est chiffré. Arrêtez finalement d'écouter ce qu'on vous dit à la télé et qu'on ressasse. Le nouveau Front populaire, c'est la même chose que le Front populaire. Si vous voulez que demain, enfin, l'urgence sociale s'arrête et qu'on puisse enfin vivre en paix les uns avec les autres et respecter cette fameuse devise qui est liberté, égalité et fraternité, votez pour le nouveau Front populaire. Bordélisé aussi, mais ça c'est un autre problème. Mais non, même cette pas. fois-ci, merci à tous les quatre. Merci. Et désolé, Merci. c'est impair, cette émission est désormais terminée. Merci beaucoup Lionel Paoli de l'avoir co-animé avec moi. Merci à vous tous, bien sûr, de l'avoir Merci à suivi. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncet pour la réalisation de l'émission. Merci aussi à Gaël Arama, Alexandre Carini, Pascal Fiandino, nos journalistes de l'agence de Cannes, qui nous ont aidés à préparer ce débat et qui en feront le compte-rendu. Bonne soirée à tous et à très bientôt.